Hémolyse, un processus clé. D'une part, l'hémolyse physiologique, vitale, elle assure le renouvellement constant de nos globules rouges, un équilibre essentiel. D'autre part, l'hémolyse pathologique, une destruction anormale et excessive des érythrocytes, souvent signe d'une maladie sérieuse. Ce cours va explorer ces deux facettes, leurs mécanismes, causes et conséquences cliniques. Un sujet fondamental pour comprendre la physiopathologie sanguine. Hémolyse physiologique, c'est la mort naturelle de nos globules rouges parvenus en fin de vie, soit après 120 jours. Cette destruction s'opère pour moitié dans la moelle osseuse, et se partage ensuite équitablement entre la rate et le foie, chacun à 25%. Notre organisme compense activement grâce aux réticulocytes, dont le taux physiologique se situe entre 0,5 et 2%, soit de 20 000 à 80 000 éléments par millimètre cube. Rappel physiologique essentiel, la plasticité des globules rouges est primordiale, conditionnée par des facteurs clés. Leur forme de disque biconcave, la qualité de leur membrane et cytosquelette, le caractère malléable de l'hémoglobine, et une fourniture énergétique via leurs enzymes, sont tous fondamentaux. C'est grâce à cette plasticité que les globules rouges peuvent passer fluidement à travers la microcirculation, ce système de filtre ingénieux de notre corps. Épuisement du capital enzymatique et la modification des flux ioniques sont les piliers de l'hémolyse physiologique. Cela entraîne des conséquences majeures, une baisse du volume globulaire, une diminution critique de l'ATP et du glutathion réduit, et un déséquilibre ionique avec l'augmentation du sodium intracellulaire. Ces altérations culminent avec la formation de méthémoglobine et un gonflement cellulaire irréversible, menant à l'hémolyse finale au sein du système réticulo-endothélial. Un processus essentiel. L'hémolyse intratissulaire, c'est la voie prépondérante, représentant 85% de la dégradation des globules rouges. Elle est assurée par nos macrophages. Ce processus clé dissocie l'hémoglobine en globine, qui est dégradée, et en M. Le fer de l'hème est recyclé pour l'érythropoïèse ou stocké, tandis que l'hème lui-même est métabolisé par l'hème oxydase pour produire la biliverdine, puis la bilirubine. Un mécanisme essentiel pour la régulation de nos cellules sanguines. La bilirubine est d'abord libre, liposoluble et transportée par l'albumine jusqu'au foie. Dans les hépatocytes, elle est glucuroconjuguée, devenant hydrosoluble, puis excrétée par la bile. Elle est ensuite transformée et éliminée dans les selles ou les urines, avec une partie réabsorbée via le cycle entéro-hépatique. Retenez les valeurs normales, moins de 10 mgEl pour la libre et moins de 3 mgEl pour la conjuguée. En cas d'hémolyse, c'est la bilirubine libre qui augmente. L'hémolyse physiologique débute dans les macrophages où l'hémoglobine est dégradée. L'hème se transforme en bilirubine non conjuguée, transportée par l'albumine vers le foie. Là, la glucuronyltransférase la conjugue. Cette bilirubine conjuguée est ensuite excrétée dans l'intestin, donnant le stercobilinogène pour les fesses et l'urobiline, éliminé par le rein, colorant les urines. C'est le cycle normal de la bilirubine. L'hémolyse intravasculaire représente environ 15% de l'hémolyse physiologique, résultant de la fragmentation des GR vieillis dans les petits capillaires. L'organisme s'adapte, l'hémoglobine libre se lie à l'aptoglobine, une alpha-2-globuline synthétisée par le foie. C'est crucial, si l'aptoglobine libre circule 4-5 jours, le complexe HPHB, lui, est éliminé en moins de 30 minutes. Cette clairance rapide prévient la toxicité. Son taux sérique normal se situe entre 0,7 et 2,5 gl. Dans l'hémolyse, l'aptoglobine est votre indicateur clé, très basse en intratissulaire, elle disparaît quasi totalement en intravasculaire. Quand l'hémoglobine libre est trop abondante, elle est captée par le foie mais surtout, elle franchit le filtre glomérulaire rénal. Là, son excès peut causer une hémoglobinurie et une tubulopathie. Attention, ceci, couplé à un état de choc, peut précipiter une insuffisance rénale aiguë. C'est un point crucial à retenir pour la pratique clinique. Hémolyse pathologique ou hyperhémolyse, c'est une destruction excessive et anormale des globules rouges. Elle dépasse largement les capacités physiologiques du corps à gérer ce renouvellement. Cette hémolyse peut être systémique et conduire à de graves complications. Il est essentiel de la distinguer de l'hémolyse intratissulaire, où la destruction est spécifiquement localisée au sein des tissus, avec des étiologies et des manifestations souvent distinctes. Comprendre ces nuances est fondamental. Physiopathologie de l'hémolyse, voyons ensemble ses conséquences directes. La première, c'est bien sûr une diminution de l'hémoglobine circulante. Mais attention, le corps réagit. On observe souvent une compensation avec une augmentation des réticulocytes. Ensuite, cette destruction massive d'hémoglobine entraîne un hypercatabolisme, et enfin,
la libération du fer, un élément crucial à ne pas négliger pour les complications à long terme. C'est simple, c'est direct, c'est l'essentiel. Pour comprendre les anémies hémolytiques intrinsèques, visualisons le globule rouge. Ces anomalies peuvent se situer à 3 niveaux majeurs. Premièrement, une anomalie des enzymes internes, cruciale pour son métabolisme et sa survie. Deuxièmement, un défaut de la membrane elle-même, qui affecterait sa forme et sa résistance. Enfin, et très fréquemment, une anomalie de l'hémoglobine, la protéine transporteuse d'oxygène. Ces 3 catégories expliquent la grande diversité de ces pathologies et leurs conséquences cliniques. Des conséquences à long terme. Voyons l'impact chronique. Premièrement, vous observerez une splénomégalie, résultant de l'hyperactivité de la rate. Ensuite, la précipitation du bilirubinate de calcium entraîne des lithiases, que ce soit dans les voies biliaires ou urinaires. La régénération érythrocytaire est intense, se traduisant par une augmentation des réticulocytes. Enfin, l'extension du tissu hématopoïétique au sein de l'os provoque des déformations osseuses distinctives, parfois appelées l'aspect mongoloïde. Signes cliniques, on retient 2 points clés. D'abord, ces signes dépendent de l'importance et de la durée du processus hémolytique, constituant un tableau commun d'anémie hémolytique chronique. Ensuite, et c'est fondamental, la triade classique de l'hémolyse, la pâleur, l'ictère, souvent subictérique, et la splénomégalie, dont la taille peut varier de quelques centimètres à une forme très volumineuse. C'est simple, c'est la base à retenir. Les complications que nous devons absolument maîtriser incluent la lithiase de la vésicule biliaire, un classique. N'oublions pas les déformations osseuses, souvent très invalidantes. Et bien sûr, chez nos jeunes patients, le retard staturo-pondéral et pubertaire est préoccupant. Enfin, restons vigilants face aux ulcères de jambes, témoins d'une atteinte plus globale. C'est un tableau clinique varié qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire et proactive. Signes biologiques, c'est le cœur de notre approche diagnostique. L'hémogramme, avec l'HB, le VGM, le CCMH et l'évaluation des réticulocytes, et l'étape initiale est primordiale. Il est souvent complété par un frottis sanguin. Face à une suspicion d'hémolyse, nous rechercherons une bilirubine non conjuguée et un fer sérique augmenté. Retenez que le bilan sera affiné précisément selon le type d'anémie que nous aurons identifié. Hémolyse intravasculaire, une entité clinique que l'on rencontre beaucoup plus rarement, mais dont la gravité est majeure. Ce tableau clinique est gravissime, et tous ces plus sont là pour vous faire comprendre l'urgence absolue de la situation. Retenez-le bien, face à une hémolyse intravasculaire, nous sommes toujours devant une urgence médicale vitale. Pathogénie. Face aux lésions de la membrane érythrocytaire, nous assistons d'abord à la libération de l'hémoglobine dans la circulation sanguine. Cette altération rend la membrane perméable, provoquant une entrée massive d'eau dans la cellule. C'est ce flux qui, par un mécanisme d'hémolyse osmotique, conduit à l'éclatement du globule rouge. Un processus fatal pour l'hématie. Physiopathologie de l'hémolyse intravasculaire. Nous observons classiquement une hémoglobinémie plasmatique marquée, de l'hémoglobinurie et une élévation de la bilirubine. La haptoglobine chute drastiquement, c'est un marqueur essentiel. La moelle osseuse compensera avec une forte augmentation des réticulocytes. L'élimination urinaire de l'hémoglobine est responsable de ces fameuses urines couleur Coca-Cola. Ces éléments sont cruciaux pour votre diagnostic. Signes cliniques bruyants d'une crise hémolytique aiguë sont essentiels à identifier rapidement. La présence d'une hémoglobinurie, se manifestant par des urines roses ou rouges, est un signe majeur, mais attention, il faut absolument la différencier d'une hématurie. Guettez aussi des signes cardiovasculaires, pouvant aller jusqu'à un tableau de choc, et des signes d'hypoxie cérébrale, qui, dans les cas les plus graves, peuvent évoluer vers le coma. Agissons vite. Signes biologiques indispensables ici. Au niveau sanguin, on note une anémie tardive avec cette augmentation caractéristique des réticulocytes, témoignant d'une réponse médulaire. Attention à l'hémoglobinémie plasmatique, à l'effondrement de l'haptoglobine, souvent sous 0,2 g par litre, et à la montée de la LDH. Tous ces marqueurs confirment une hémolyse intravasculaire active. Et n'oubliez pas, une hémoglobinurie massive aux urines est également un signe majeur. Ces points sont cruciaux pour notre diagnostic. Étiologie. Devant une hémolyse, la question primordiale est de déterminer s'il s'agit d'une forme acquise ou constitutionnelle. C'est la clé de voûte de notre approche diagnostique. Pour cela, l'interrogatoire du patient est absolument fondamental, d'une importance capitale.
Il nous apporte des indices cruciaux pour orienter notre investigation. Ne le négligez jamais, c'est votre premier outil diagnostique. Chers étudiants, cette diapositive est essentielle pour une classification rapide des anémies hémolytiques. Côté héréditaire, nous avons les hémoglobinopathies, comme la thalassémie ou la drépanocytose, les anomalies de la membrane sphérocytose et les déficits enzymatiques G6PD. Côté acquise, retenez les formes immunes, notamment les auto-immunes, les causes médicamenteuses et les microangiopathies, telles le purpura thrombotique. Cette distinction est fondamentale. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette session. J'espère sincèrement que les concepts que nous avons explorés ensemble vous seront bénéfiques et applicables. N'oubliez pas l'importance capitale de la réflexion critique dans notre domaine. Je suis maintenant entièrement à votre disposition pour toutes vos questions, remarques ou si vous désirez échanger plus en profondeur sur ces sujets. N'hésitez surtout pas.